dernière session de cette journée. On accueille Christine Lévesque. On est très heureux d'accueillir. Christine est médecin honoraire de l'équipe mobile de soins palliatifs du CACH CASH. Elle vous expliquera ce que c'est de Nanterre. Elle est médecin consultante en médecine de la douleur et médecine palliative à la pouponnière Paul Parquet de Neuilly. Elle est aussi titulaire d'un M2 en éthique du soin de l'espace éthique Île-de-France, Université Paris-Saclay. C'est Paul Louis qui l'a encadré, et qui s'intitulait Fin de vie au pluriel des personnes en situation d'exclusion prises en charge par l'équipe mobile de soins palliatifs au CACH de Nanterre. Christine, c'est à toi. Bien, j'ai presque envie de dire bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là. Merci à Fabrice Zil et à l'espace éthique de me permettre de présenter ce travail qui a été effectivement mon travail de master et que je suis en train de faire évoluer vers un sujet de thèse, donc en prolongement de ces enjeux éthiques que j'avais pu dégager au terme du mémoire. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués parce que je vais vous entraîner au pays du monde à l'envers, le pays de l'envers du décor. L'histoire du travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'abord ce que j'appelle un croisement d'itinéraires. À commencer par un itinéraire professionnel, le mien, dont les hasards m'ont mené via la restructuration des hôpitaux de Paris, de la réanimation infantile dans les quartiers chics de la capitale, à la médecine palliative auprès des populations défavorisées qui fréquentent les structures médicales et sociales du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, le CACH. Un itinéraire professionnel qui m'a donné l'occasion de partir à la rencontre de l'itinéraire d'un lieu, un lieu évolutif, et plus concrètement des itinéraires du quotidien des grands exclus à travers ceux que je croisais de leur fin de vie et de leur mort. Alors, j'ai été rapidement au fait que cette mutation professionnelle, très très vite, en quelques semaines, à laquelle j'étais arrivée pour des raisons de restructuration des hôpitaux de Paris, dans un milieu dont je ne connaissais rien. J'étais complètement impréparée à ce que j'allais rencontrer en termes de médecine sociale, et j'avais les idées reçues, essentiellement véhiculées par les médias, que l'on a généralement à propos de ces populations. Et donc j'ai assez vite compris qu'il fallait que je change de logiciel. Vous savez, la réanimation, c'est des protocoles et des arbres de décision. Là, ça ne marche pas. Tout de suite, compris que ça n'allait pas marcher et qu'il fallait que je m'adapte pour pouvoir essayer de m'occuper à peu près correctement des personnes que j'avais en face de moi. Il a donc fallu que je m'adapte à une population qui essentiellement vit dans l'ici et maintenant. Et ça a été l'occasion de rencontres d'une richesse absolument inouïe. C'est l'occasion d'apprentissage, parce que je répète, je n'avais pas de données très concrètes sur le sans-abrisme, et aussi d'un travail sur soi, d'une remise en question. Voilà. Et ce qui m'a permis de boucler ce travail de mémoire de Master 2, où j'ai dégagé les enjeux éthiques de l'accompagnement pour un juste soin palliatif, juste devant être compris plus en termes de justesse qu'en termes de justice, je précise. Alors l'itinéraire d'un lieu déjà, passer de la maison de Nanterre au CACH, c'est reprendre son origine. Son origine, elle est carcérale. Le CACH de Nanterre a ouvert en 1868 pour venir compléter l'offre, entre guillemets, de mise à l'abri des populations sans toit stable de Saint-Denis. Ils y sont arrivés à pied. Ils étaient à peu près 1600, ils sont arrivés à pied. C'était un dépôt de mendicité, vous en avez vu un tout à l'heure, celui de Villers-Cotterêts, et le nôtre, il y a des vestiges architecturaux très nets au
de ce qui en subsiste, notamment les bâtiments du personnel administratif, ils sont là, et ils ont des fenêtres à barreaux. C'est des cellules en fait, donc c'est des fenêtres à barreaux. Il a pu accueillir jusqu'à 4900 résidents. En 1900, on comptait 3400 hommes, 1400 femmes et une centaine d'enfants. Il s'est progressivement ouvert sur la ville. L'infirmerie a été transformée en hôpital départemental dans les années 20-30. Il a eu son heure de gloire. On y a développé la chirurgie de la main avec le docteur Marquisin, l'endoscopie bronchique avec Max Forestier. Il avait son propre internat, son concours d'internat. Puis c'était une petite ville dans la ville avec son jardin, sa boulangerie, ses ateliers. C'était vraiment... et à l'époque, il n'était pas du tout inclus dans la ville, il était en fait à l'extérieur du petit Nanterre. Et bon, maintenant, il se retrouve coincé entre le petit Nanterre, qui est très urbanisé, et la ville de Colombes. S'il a évolué sur le plan sanitaire, en fait, la tradition de recueil social y a été complètement conservée et agrandie, je dirais. Il a perdu son caractère carcéral. On y a fondé la première consultation de médecine sociale en 1984, c'était le docteur Patrick Henry, et puis le SAMU social dont on vient de parler, en 1992 avec le docteur Xavier Emmanueli. Les structures sociales, elles aussi, d'hébergement, qui sont en dérivation. Alors là, vous avez une photographie que j'ai prise de la galerie sociale. Il y a la même, elles font 320 mètres de long chacune. Au centre, il y a un jardin. Il y a une galerie sociale et une galerie médicale. Donc en 2023, on avait un CHAPSA, donc Centre d'hébergement et d'accueil des personnes sans abri, donc on en reparlera tout à l'heure, de 217 places, 48 lits de lits halte soins de santé, qui sont dits des lits infirmiers, mais qui pendant longtemps ont été une espèce de SSR qui ne disait pas son nom, puisque moi j'y ai travaillé pendant 2 mois pendant le premier confinement. J'avais des cancéreux en intercure de chimiothérapie, des tuberculeux en cours de traitement, tout ça mélangé dans les chambres à 4 lits. Enfin, je vous passe le descriptif, ça serait trop long, mais dans des conditions très spartiates. Enfin, bon, c'était mieux quand même une intercure de chimiothérapie à la rue. Voilà, peut-être qu'il vaut mieux ça que de se retrouver complètement là. Il y avait un CHRS dit de longue durée, où des gens ont pu séjourner pendant quelquefois plus de 20 ans, qui a été démantelé, qui a laissé place à 40 places d'unités de stabilisation, c'est-à-dire des personnes qui ont des pathologies, qui ne vont pas forcément toutes passer à la chronicité, comme les fameux cancers, ou les maladies infectieuses, les hépatites, les tuberculoses, et les personnes peuvent y séjourner 3 mois, renouvelables une fois. Ça permet quand même de structurer un programme thérapeutique cohérent. Et puis 25 lits d'accueil médicalisés dont on vous a parlé tout à l'heure, qui là sont plus dévolus aux pathologies chroniques et aux personnes en situation de handicap dont l'amélioration de l'état n'est pas attendue. Il y a enfin 120 places en EHPAD. Un EHPAD qui est aussi ouvert sur la ville, mais un EHPAD qui est très particulier parce que d'abord la population masculine y est prépondérante à 70%, ce qui est vraiment à l'antithèse des EHPAD de ville, et que deuxièmement, la moyenne d'âge y est extraordinairement basse puisqu'elle se situe autour de 70 ans. Et il y a des dérogations nombreuses pour même admettre des personnes âgées de moins de 60 ans. Voilà. Donc, et il y a une unité de psychogériatrie qui vient de s'y implanter. Alors, dans ce lieu, donc, je disais que j'avais fait connaissance avec le quotidien des personnes sans abri et identifier les itinéraires justement de ce quotidien. Et la première chose qui les caractérise, c'est marcher. Marcher tous les jours pour trouver où manger, pour trouver où dormir, pour trouver où se laver, où changer de vêtements,
pour trouver ou rédiger un courrier, faire ses démarches administratives, marcher pour retrouver son coin de manche. Voilà, c'est un parcours que certains effectuent d'une façon répétitive, qui crée un espace-temps qui est totalement monotone, toujours incertain, et qui a plutôt tendance à se rétrécir au fil des années d'errance, c'est-à-dire que plus l'errance dure, plus la condition physique, on va le revoir, se dégrade, et donc il marche moins longtemps, jusqu'à quelquefois se fixer dans un lieu qui devient toujours le même. Vivre à la rue, c'est aussi n'avoir aucune intimité possible, ce qui pose évidemment énormément de problèmes. C'est être exposé aux intempéries, alors certes le froid, mais pas que. Les fortes chaleurs ont aussi leur effet délétère. Pendant le confinement, je me suis vraiment beaucoup occupée d'eux. On a reçu plusieurs personnes qui avaient de fortes déshydratations parce qu'il y avait des accueils de jour qui avaient dû fermer et il y a beaucoup de fontaines Valas qui ont été supprimées dans la ville de Paris. Les gens sortaient moins. Tout ça a été extrêmement réglementé et on a eu des personnes en situation de déshydratation vraiment extrêmement importante. C'est aussi s'exposer à la répression, des injonctions de déguerpissement diurnes et nocturnes, et à la violence urbaine, et pour les femmes particulièrement aux violences sexuelles. Voilà, vivre à la rue, ça peut être aussi l'occasion, entre guillemets, de fréquenter le CHAPSA de Nanterre, ce fameux centre d'hébergement et de réinsertion. Alors, les photos sont empruntées à un reportage qui avait été fait par le magazine Télérama. Donc, les personnes sont reçues dans ce qu'on appelle l'accueil douche. Elles sont acheminées soit par les bus de la BAPSA, soit par ceux du recueil social de la RATP. Elles arrivent à partir de 16h à l'accueil douche. Donc on leur propose une douche. Autrefois, elle était obligatoire, maintenant elle est laissée à l'appréciation de la personne. Et puis ensuite, ils sont répartis dans les différentes chambres. Donc là, alors, je ne vais pas dire que c'est comme à la prison, ils n'ont pas trop de choix possibles. Il y a les chambres de femmes, les chambres d'hommes. Bon. Ils ont la possibilité de prendre un repas chaud le soir qui doit être servi aux alentours de 18h30, 19h. Ils passent la nuit, ils ont un petit déjeuner et le lendemain matin, il faut qu'ils repartent par les mêmes autobus par lesquels ils sont arrivés avec leur bagage. On ne peut pas garder, il n'y a pas de dépôt de bagages, même si la personne souhaite revenir le soir suivant. Voilà. Vivre à la rue, donc vous l'avez compris, c'est être dans la survie immédiate en fait. C'est être dans l'ici et maintenant. Et la prévention n'a pas grand sens en fait. Ça, je l'ai compris très vite. J'ai remplacé un jour un collègue à la consultation de médecine sociale. Je vois un monsieur qui avait un mal perforant plantaire, donc un diabète bien cogné. Je lui ai proposé un hôpital de jour, pour faire le point. Il dit non, tu soignes mon pied et puis demain il faut que j'aille chercher mon RMI ou je ne sais plus quoi. Voilà. Et ça, j'ai dit bon, d'accord, j'ai compris. On est dans l'ici et maintenant. Peut-être qu'on arrivera à aménager les choses un peu plus tard, mais pour le moment, ça ne sert à rien que je parlemente, ça va pas marcher. Je ne le verrai pas, de toute façon. Donc, bon, après, pour la petite histoire, on l'a récupéré, on a pu faire le point. Et ce mode de vie, en fait, rend compte d'un état de santé qui est globalement très dégradé au fil du temps. Alors, autre idée reçue, moi j'étais arrivée en me disant il meurt que de froid et il meurt que l'hiver. Alors, c'est pas vrai. Il n'y a aucune pathologie qui soit strictement spécifique du sans-abrisme et il n'y a aucune pathologie qui soit saison dépendante. Ils ont les mêmes pathologies, les mêmes maladies que tout le monde. À cela près
que souvent les diagnostics sont tardifs, parce que l'accès aux soins, c'est pas évident. Que le suivi est aléatoire du fait de leur mode de vie, on peut leur donner des rendez-vous. Si c'est le jour où il faut qu'ils aillent chercher leur allocation, ils vont aller chercher leur allocation, parce que pour eux, c'est une question de survie immédiate, et donc ils ne se rendront pas au rendez-vous. Et puis, il faut bien reconnaître qu'il y a une aggravation par les troubles psychiatriques qui sont extrêmement fréquents en situation de rue, avec une incidence d'environ 30%, par les toxicomanies et le tabagisme et l'alcoolisme, qui ajoutent leurs effets aggravants aux maladies qu'ils peuvent présenter. Et tout ça rend compte d'une espérance de vie qui est drastiquement réduite, puisque en situation de, en condition de rue, ceux qui n'ont recours à aucune forme d'hébergement ou de temps à autre à un hébergement d'urgence, l'espérance de vie est de 49 ans, moyenne, pour les deux sexes. Moi, sur les patients que j'ai eu à rencontrer dans le cadre de l'équipe mobile, j'avais pu me rendre compte, j'en ai vu à peu près 200 en 9 ans, donc ils étaient en situation de fin de vie. Donc l'âge moyen au décès se situait entre 55 et 60 ans quand ils quand ils avaient recours, à un hébergement d'urgence, et 65-70 ans s'ils pouvaient disposer d'un hébergement pérenne et qu'ils totalisaient moins de 10 ans d'errance. Alors, c'est dire que la mort de ces personnes, c'est quand même quelque chose à laquelle on va être quand même très souvent confronté, et très rapidement finalement. Or, il n'y a aucune intégration de cette évidence qu'est la fin de vie dans le travail institutionnel et social jusqu'à ces dernières années. Voilà. Et déjà, ça commence par quelque chose qui, moi, continue de me choquer. Il n'y a aucun décompte officiel du nombre de morts en situation de sans-abrisme. L'Institut médico-légal ne communique pas ces chiffres, et puis les relations, enfin, c'est pas facile d'entrer en communication avec lui. Moi, j'y suis encore pas arrivée, je ne désespère pas, mais peut-être que les choses vont bouger parce que voilà, les responsables changent, mais jusqu'ici, je n'ai jamais eu de réponse aux différents courriers que je leur ai adressés. On doit au collectif des morts de la rue le comptage annuel depuis plus de 10 ans maintenant. Je crois que c'était 2012 le premier. Non, avant. Même avant. Il a été reconnu en 2012 comme le meilleur comptage, le plus exhaustif au niveau de la France, mais enfin, sur le territoire national. Ouais. Mais depuis la création du collectif, ça compte. Ouais, ça compte. Et le recueil, en fait, il ne peut pas être exhaustif puisqu'il dépend des signalements qui sont faits par les associations et que, en fait, ceux qui sont, entre guillemets, ramassés sur la mort, sur la voie publique, s'ils atterrissent à l'IML, on ne sait pas exactement combien il y en a. Alors, ils sont suivis par les associations, on arrive à regrouper et à les comptabiliser, mais il y en a certainement qui échappent complètement à ce comptage. Donc, il y en a entre 500 et 600. J'ai vu hier qu'il y avait, parce que le dénombré décret en 2022 est sorti, qu'il y en avait eu 712, donc c'est un chiffre qui augmente. Est-ce que c'est parce qu'il y en a plus, il y a plus de personnes à la rue, ou est-ce que parce qu'on les compte mieux, parce qu'on est plus sensibilisé au fait que c'est important de recueillir ce nombre? Voilà, ça je ne sais pas. Si je peux être interactive avec toi. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. L'exhaustivité est si mauvaise qu'on ne peut pas conclure d'une année sur l'autre ce qui augmente ou pas, surtout que ça bouge la population en fonction des flux d'immigration, etc. Le collectif Les Morts de la rue fait depuis le début un travail d'enquête de terrain. Donc il va quand même essayer de désinvisibiliser, mais même en faisant ce travail d'enquête de terrain, d'après l'étude du CPDC, il faut multiplier au moins par 6,5 les chiffres du collectif. Voilà, ça fait que ce serait énorme quand même. L'estimation qui a été faite, donc c'était une étude qui a été menée en 2014 par l'INSERM et CPDC, qui parle d'une méthode dite de capture-recapture. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, parce que là, j'ai relu l'article plusieurs fois, mais je ne suis pas du tout familière de ces techniques statistiques.
suite de ces évaluations, ça pourrait se monter à au moins 3500 et peut-être jusqu'à 7000 par an. Voilà. Donc il y a un travail énorme à faire, je pense, sur cette question-là. Voilà. Et ce travail permet aussi, par les enquêtes qui ont suivi, il n'y a pas qu'un comptage, il y a aussi, et on va en reparler, les enquêtes dénombrées et d'écrire, qui tordent définitivement le cou à l'idée que ces personnes ne meurent que de froid et que l'hiver. Et donc effectivement, les enquêtes dénombrées et d'écrire du collectif des morts de la rue, qui sont en accès libre sur Internet, et là, le document de 2022, je l'ai parcouru rapidement hier soir, est très très fourni. D'année en année, ça s'étoffe. Voilà. Si on ne sait pas exactement combien ils sont, par contre, on sait beaucoup mieux déjà où ils meurent, avec cette notion qu'il y a une importance particulière du mode de mise à l'abri. S'il n'y a pas d'hébergement du tout, si on est en situation de rue, eh ben, à 57%, ils décèdent sur la voie publique. Alors la voie publique étant non seulement la rue, mais aussi les squats, voilà, les lieux de réclusion, de protection, et à peu près 2,5% en hébergement d'urgence, ceux qui retrouvent mort le matin quand on fait la tournée des chambres. Par contre, s'ils bénéficient d'un hébergement même partiel, même dit dans conditions d'urgence, d'un hébergement de nuit, et ben on voit que la tendance s'inverse totalement. Il n'y en a que 2,6% qui meurent à la rue, et la grande majorité, ça se produit dans des lieux de soins. On sait aussi bien, sur ceux qui ont pu être décomptés, de quoi ils meurent. Donc ils meurent de cancer, ils meurent de maladies cardiovasculaires, ils meurent d'infections qui entraînent des décompensations respiratoires parce que, je vous ai dit, les maladies sont potentialisées par les différentes intoxications, d'hépatite aussi, notamment l'hépatite C, bien qu'il y ait maintenant un traitement très efficace, mais voilà, est-ce que tout le monde y a accès? On juste à temps pour éviter la catastrophe, c'est pas sûr. Et il y a surtout 20%, 1 sur 5 décès de mort violente. Ce sont des agressions physiques. De temps en temps, il y a des trucs qui défraient la chronique. Là, voilà, les overdoses, les accidents de voie publique, les noyades et les suicides. L'enquête dénombrée et d'écrire nous en dit aussi un petit peu plus sur le profil de ces personnes, dont une proportion croissante est d'origine étrangère, Maghreb, Afrique et pays de l'Est essentiellement. Et également la répartition par sexe. Les femmes sont très minoritaires en situation de rue, elles sont moins de 10%. Et par contre, elles meurent plus jeunes. L'espérance de vie moyenne d'une femme à la rue, c'est 46 ans versus 50 ans pour les hommes. Et une étude canadienne a corroboré cette constatation du collectif en montrant que le taux de mortalité le plus important se situait dans la tranche des 18-44 ans. Et ce décès se produit plus vite, moins d'années d'errance que pour les hommes. Alors, tout ça, effectivement, nous amène sur les itinéraires de la fin de vie et de leur mort. Et on a pu identifier, finalement, avant la mort du corps, avant le décès proprement dit, eh bien, toute une série d'entre guillemets de petites morts, et on verra la critique en filigrane derrière ces termes, que je vais maintenant voir avec vous, sous les termes de mort administrative, de mort psychique et de mort sociale. Alors tout commence souvent par, là aussi on va y mettre des guillemets, je ne les ai pas mis sur la diapositive, mais parce que j'ai appelé la mort administrative qui est totalement inhérente à un mode de vie qui est chaotique et en même temps extrêmement monotone
et incertain. Elle est aussi inhérente au poids de la bureaucratie française, il faut le dire. Et c'est souvent la première étape d'une invisibilisation qui est inexorable. Qu'il s'agisse de papiers perdus ou volés, de droits communs qui ne sont pas ouverts ou qui n'ont pas été renouvelés à temps, auxquels s'ajoutent pour les personnes en situation de migration les difficultés pour obtenir un titre de séjour, même à titre de raison de santé, donc d'obtenir une aide médicale d'État et la CMU. Et je pense que la nouvelle loi immigration ne va pas aller dans un sens plus favorable pour sur cette question. Alors ça a des implications sur la santé, parce que cela peut bloquer l'accès à certains soins, en particulier si vous n'avez pas de papier, si vous n'avez pas de CMU, vous n'avez pas accès à un SSR, par exemple. Et puis à une véritable perte de chance quand les situations sont vraiment graves. Je pense au cancer, où il y a des... Alors, ils ont accès au traitement du cancer, c'est clair, mais vous savez que les délais s'allongent actuellement entre le diagnostic du cancer et le début du traitement. Autrefois, il pouvait être de quelques jours, maintenant, ça peut s'allonger jusqu'à quelques semaines. Quand en plus, il y a un problème administratif, un problème de papier, voilà, vous multipliez facilement le délai d'accès aux soins par 2. Or, quand on connaît aussi parallèlement le temps de doublement des tumeurs, on peut s'inquiéter à juste titre sur la perte de chance que ça induit. La mort psychique. Alors, la mort psychique, c'est aussi un terme sur lequel on peut critiquer. Et 30% des personnes sans domicile fixe, et singulièrement celles qui sont complètement à la rue, présentent des troubles psychotiques. Alors, je ne sais pas si c'est là maintenant, mais sur ces 30% de troubles psychotiques, il y avait une étude qui était de l'autre siècle, je crois de 1999, etc., sur santé et criminalité, qui avait montré que c'était beaucoup de ces patients-là étaient des psychotiques en rupture de traitement. Ça veut dire que ce n'est pas la rue qui les a rendus psychotiques, c'est qu'ils étaient psychotiques. On a arrêté les suivis à domicile, on a ouvert les hôpitaux. Enfin, toute la politique de restriction de l'accès aux soins psychiatriques a fait qu'ils se sont retrouvés en rupture de traitement et dans la désocialisation progressive. Et puis après les addictions, enfin, toutes les... En fait, et puis avec la restructuration de la psychiatrie, qui va aussi dans le sens d'une diminution de l'offre de soins, comme si ça pouvait faire baisser la demande. Hein. On a effectivement des gens qui ne sont pas assez fous pour pouvoir travailler et pour pouvoir pour pouvoir être hospitalisés dans des structures de longue durée, et trop fous pour travailler et donc vivre en société, entre guillemets, qui sont donc exposés aux ruptures de traitement, même s'il y a des équipes mobiles de psychiatrie précarité, mais au tout début, effectivement, ça n'existait pas, c'est quand même... Ils ont été mis dehors, hein, oui. les services de psychiatrie. Ils ont été mis dehors, oui. C'est pas parce qu'ils étaient pas assez... Oui, même le tableau clinique qui était hospitalisé. Vérifier que les malades prenaient leur traitement, tout ça, tous ces critères disparaissent, les CMP ferment les uns après les autres, etc., fait que ces malades se retrouvent beaucoup en rupture de traitement, ne prenant plus leur traitement, effectivement, c'est l'envolade. Je ne dis pas que la rue rend heureux, attention. Mais je dis qu'attention, quand on dit psychose et précarité, la psychose souvent précède la précarité. Oui, c'est des psychotiques qui sont dans la rue. Voilà. Les idées, les conduites suicidaires sont fréquentes. Alors, la littérature est disparate sur le sujet. Ça peut aller entre 12 et 66%, versus 4 à 7% en population générale française, selon l'étude Samantha, publiée par le baromètre de santé publique en 2017. Donc, il y a vraiment une inflation, je dirais, du risque suicidaire. Et bien sûr, une aggravation par les intoxications chroniques et la prise de psychotropes. Ou l'absence de prise de psychotropes adaptée. Alors, pourquoi je critique cette question de mort psychique? Parce que c'est un psychisme qui
fonctionne différemment, mais qui est basée sur une souffrance intense. Souffrance intense qui est générée par la disqualification sociale, elle-même générée par l'échappement aux normes sociétales, par un besoin de contrôle, on ne contrôle plus rien de sa vie quand on est à la rue et qu'on se bat pour sa survie immédiate, par un besoin de reconnaissance, et ça on y reviendra longuement à la fin de ma présentation, l'absence de réflexivité possible sur un passé qui est souvent traumatique. Il y a des histoires de vie qui sont extrêmement marquées par la violence, par les pertes, par l'abandon, par le deuil, etc. Et puis l'absence de projection dans un avenir qu'on pourrait espérer meilleur. Et donc c'est générateur de perturbations identitaires et ça aggrave la coupure avec la société. Pour autant, on a pu décrire aussi des patterns, ce qu'on appelle le développement de patterns d'évitement, c'est-à-dire par rapport à des stimuli psychiques ou corporels. Et j'ai quelque chose qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est l'apparente indifférence à la douleur. Je suis aussi médecin de la douleur. Et quand vous voyez arriver un patient avec, c'est ça, les abcès au niveau des pieds et qui se plaint de tout à fait autre chose, qui va vous dire j'ai mal à l'estomac ou j'ai mal à la tête, il y a de quoi quand même être surpris par l'absence de plaintes douloureuses pouvant c'est ce qui choque, je dirais. On se dit, mais si j'avais une plaie comme ça, je ne pourrais pas, quoi. C'est juste pas possible. Hein. Et tout se passe comme s'ils avaient une espèce d'anesthésie de la vie psychique avec un désinvestissement progressif d'un monde extérieur qui ne leur apporte plus rien que de la souffrance. Et c'est peut-être pour ça que certains ont parlé de mort psychique. Et pourtant, il y a des stratégies de défense. Des stratégies de défense qui peuvent être par exemple l'incurie. Alors ça peut paraître extraordinaire qu'on considère que l'incurie et l'exhibition d'une incurie puisse être une stratégie de défense. Là, je vous présente Henri, qui était le même personnage que sur la diapo de ma toute première diapo, la diapo de présentation, qui a été filmé par Klaus Drexel dans le film Au bord du monde. Donc, Henri a un témoignage qui est exclusivement pictural. Il ne parle pas, il n'intervient pas verbalement. Donc Henri, c'est vraiment le tableau typique du grand exclu. Il vivait dans le souterrain qui passait sous la place de l'Étoile, qui est maintenant désaffecté. Et donc on le voit dans son souterrain sur cette première photo que je vous ai montrée. Vous voyez, habillé avec juste un pantalon et une couverture de crasse, et il faisait les poubelles des Champs-Élysées la nuit. Il ne s'exhibait pas vraiment. Hein. Et il avait l'air de s'être constitué ce que Mathieu, qui fait partie des équipes mobiles de psychiatrie précarité, appelle le manteau cloacal. Alors c'est très intéressant. Il dit, Mathieu, que cette enveloppe de crasse, en particulier quand elle s'exhibe sur, par exemple, un matelas qui est posé par terre en pleine rue, de façon un peu moins, je dirais, choquante, par une dent de Quechua, qui est posée dans un jardin public, ça fait comme une espèce d'enveloppe contenante pour essayer de résister aux agressions extérieures. Et ça fait comme une espèce de proto-habitat qui est délimité de manière sensorielle, à la fois par l'image que ça renvoie, qui est assez effrayante, par les odeurs que ça dégage, qui sont effractantes et qui nous tiennent à distance physique de la personne, comme si il souhaitait s'approprier, on en a parlé tout à l'heure de la possession et de la propriété, se réapproprier une petite partie de l'espace public, forcément, hein, comme une espèce de proto-habitat pour lui qui justement ne peut pas habiter ailleurs que là. Je trouve ça extrêmement intéressant. Il n'a pas choisi le terme par hasard, parce que cloacal, le cloaque, ça vient de choses, il donne deux origines à son expression. D'abord le cloaca maxima, qui était l'égout qui drainait la ville de Rome, et puis le cloaque qui est en fait
le point d'accouchement des voies urinaires, intestinales et génitales chez les oiseaux. Donc vous voyez, c'est quand même un lieu particulier, on va dire. Et ce manteau cloacal aurait un rôle défensif, d'économie de la pensée, et en tout cas traduit de façon claire pour lui cet enfermement progressif en soi, qui est à la fois une exhibition, mais au moins une barrière. Là, c'est mon territoire que je me suis fait comme je peux, et tu n'y entres pas. Et moi, je me demande s'il n'y a pas aussi dans cette exhibition de l'incurie quelque chose que l'on peut plus ou moins raccorder au travail de Trépas tel qu'il est exposé par Musan, où cette ultime tentative dans un désinvestissement progressif de tous les attachements qui ont pu se faire, de se remettre de manière ultime un peu aux yeux d'un monde qui ne le regarde pas. Voilà. J'aimerais avoir d'ailleurs, au moment de la discussion, des avis sur cette question. C'est une question que je me suis posée, parce que du travail de Trépas, j'en ai vu, je vois ce que c'est, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose un tout petit peu de cet ordre-là. Et pour d'autres, au contraire, il s'agit d'échapper à l'image du clochard, qui est un aveu de faiblesse, qui est une stigmatisation au premier regard. Et donc certains vont s'attacher au contraire à prendre soin d'eux, à fréquenter, quand ils le peuvent, parce que bon, quand l'errance est trop longue, au bout d'un moment, le corps épuisé ne peut plus permettre de se déplacer aussi facilement, mais ils peuvent le faire au Chapsa, en tout cas, prendre soin d'eux, faire leur toilette, laver leurs vêtements, pour échapper à cette stigmatisation, cette image du clochard qui pourrait être un aveu de faiblesse. D'autres aussi, ceux qui font de la musique dans le métro, avant de tendre la main, qu'est-ce qu'ils renvoient? C'est quand même une image d'une certaine forme de compétence que l'on peut aussi opposer à l'exhibition d'une forme d'impossibilité, d'incapacité dans d'autres cas. Jacques Chevalier, lui, attache au refus de soins, au refus d'hébergement, au refus de l'aide des associations, et voire même des maraudes, une apparente suradaptation de certains à leurs conditions de vie. Je m'explique, pour lui, c'est comme si il ne restait plus à ces personnes, par ce refus de l'aide, que le pouvoir de dire non. Voilà. Et il en fait effectivement une stratégie de défense. Voilà. Pareil, moi je ne suis pas du tout dans le milieu psychiatrique, donc votre avis sur la question me sera également précieux. Quant aux femmes, elles ont, elles aussi, des attitudes qui vont d'un extrême à l'autre. Certaines qui sont encore dans une trajectoire de réinsertion par le travail vont faire très attention à leur personne. Il y a des centres d'accueil de jour qui proposent des soins, je dirais, des soins esthétiques, de coiffure, et elles vont faire attention à leur apparence physique. Et puis d'autres, au contraire, qui vont, elles, complètement se négliger, comme Carole qui me disait « je suis dégueulasse, tu comprends, moi je me fais violer 3 fois par soir ». Vous recevez ça, bon, c'est une forme d'évidence, mais qui est très dur. Et puis, on a parlé aussi, à propos de ces personnes, on parle de mort sociale. Alors, la mort sociale, vous verrez après la critique que j'ai soulevée d'entrée de jeu quand j'ai fait ce travail de master. D'abord, c'est Pierre Bourdieu qui en avait parlé en 2003 dans le monde diplomatique à propos des personnes qui sont au chômage et celles qu'on force à prendre une retraite anticipée. Où il la définissait comme un sentiment de délaissement, de désespoir, voire d'absurdité, qui s'impose à l'ensemble de ces hommes soudain privés, non pas seulement d'une activité ou d'un salaire, mais d'une raison d'être sociale, et ainsi qui sont renvoyés à la vérité nue de leurs conditions,
Ils ne peuvent vivre le temps qui leur est laissé comme un temps mort, un temps pour rien, vidé de son sens. Voilà, je trouve que c'est assez bien vu et que ça peut expliquer, quand c'est vécu de cette manière, les difficultés qu'il peut y avoir à la réinsertion. On les a évoquées tout à l'heure, elles sont réelles, et en particulier à la réinsertion par le travail. On reviendra sur la valeur travail tout à l'heure. Et puis, il y a eu en 2015 un article qui est paru, signé par Philippe Charlier et Jacques Assin, qui étaient à l'époque tous les deux travaillaient au cash, et qui définissait la mort sociale dans ces termes. La mort sociale concerne des personnes vivantes en situation de pauvreté, d'isolement ou atteintes de maladies graves et symboliquement considérées comme mortes. Donc, vous voyez, c'était quand même assez large, ça ne se limitait pas au sans-abrisme. Les sujets dans cette situation deviennent physiquement et socialement séparés du reste de la communauté des vivants. C'est l'acceptation sociale de la norme qui fait qu'on est inclus ou exclu, vivant ou mort. Et ils continuaient leur article par la description du tableau du grand exclu en 8 critères. D'abord par l'irréversibilité de la condition sociale, avec un échec de la réinsertion. Et c'est vrai que, je ne sais pas quels sont les chiffres ailleurs, mais au cash, c'est moins de 5% des personnes qu'on avait pu connaître. Un rapport au temps qui de linéaire devient circulaire, hein, comme on l'a vu, c'est toujours le même circuit qui est fait tous les jours, et il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jour férié, je dirais, c'est une répétition d'une monotonie effrayante. Un territoire qui se restreint au fil du temps, qui est d'abord diurne et nocturne, et puis qui devient unique. Donc, soit c'est dans la rue, soit c'est dans des structures d'hébergement, mais un territoire qui se rétrécit. Ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire la perturbation du schéma corporel, de l'attention au corps, la rareté de la plainte douloureuse, la dégradation de l'hygiène, et puis l'athymie qui fait cette espèce d'anesthésie de la pensée, ce détournement, ce désinvestissement par rapport aux choses de l'extérieur. Et enfin, dans le dernier critère biologique, où on va trouver des stigmates de dénutrition, de carence et d'inflammation aussi. En fait, la mort sociale, entre guillemets, c'est surtout une dépersonnalisation des gens à toutes les étapes. Ça avait été bien décrit par Daniel Terol en 1995. Une anonymisation, et qu'on les appelle des vagabonds en 1900, ou des SDF ou des sans-abri, c'est plus monsieur machin ou madame chose, c'est des SDF, c'est des sans-abri. Et ils ont tendance à se confondre, et on en a parlé aussi tout à l'heure, dans un collectif qui est banalisé, qui est surtout décrit en termes de perte. Ils sont sans abri, ils sont sans papier, ils sont sans profession, ils sont sans ressources, sans toit stable, etc., etc., etc. Ils n'ont plus l'air d'être descriptifs qu'en termes de tout ce qu'ils ont perdu. Sans aveu, sans feu ni lieu. Ça, c'était l'expression dans les siècles précédents. Et puis c'est renforcé, cette anonymisation, par l'anonymité, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, anonymité, des dons qui leur sont consentis. L'argent, la nourriture, les vêtements, donc sauf cas exceptionnel, entre guillemets, le clochard des quartiers qu'on protège un petit peu, ou là qu'on va voir et à qui on donne directement de la main à la main, on connaît son prénom en général, ou le surnom qu'il se donne. N'imaginez pas le nombre de Claudia Schiffer et de Nicolas Sarkozy qui parcourent les rues de Paris. On en reçoit plusieurs par soirée au cash. Mais voilà, ça c'est quand même pas la généralité. Tout ce qui passe, quand ça passe par une institution, c'est complètement anonyme. Et donc ça met à distance. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette mise à distance? Elle est protectrice pour qui?
Ben, moi, je crois que c'est beaucoup protectrice pour les sociétés. On pourra en discuter. Et donc, je critique ce terme parce que quand on s'occupe au quotidien d'un certain nombre de ces personnes, on se dit que la mort administrative, la mort psychique, ça découle directement de leurs conditions de vie qui sont terribles. La mort sociale, c'est une construction de notre société normale. Parce que certains font famille et ils font société, mais complètement autrement, avec des critères qui sont totalement différents des nôtres. Mais des critères qui, quand ils nous les exposent, quand on prend la peine de discuter avec eux, et on en verra tout à l'heure, on s'aperçoit que c'est totalement entendable, qu'il peut y avoir une certaine solidarité au sein de ce qu'on peut quand même aussi décrire parfois comme une jungle, hein, où la violence et l'incertitude règnent, et que tout ça finalement fait qu'il y a un échappement à la norme sociale génératrice d'une disqualification, et que c'est une mort symbolique, mais c'est nous qui la leur infligeons. Je ne vais pas insister sur le vagabond dans l'histoire, parce que Juliette vient d'en parler longuement, mais c'est vrai que sans feu ni lieu, ça a pendant l'histoire beaucoup été considéré comme synonyme de sans foi ni loi, qu'il y avait une charité un peu sélective qui pouvait s'exercer, les bons pauvres versus les mauvais pauvres, les bons pauvres étant ceux qui étaient corrigibles, et les mauvais pauvres ceux qui ne feraient de toute façon aucun effort. Voilà, et qu'on pratiquait ce qu'on appelait l'enfermement antédelictum, c'est-à-dire plus pour protéger, on a longuement parlé de Juliette, protéger en fait la bonne société que le salut de l'âme de la personne. Ça a marqué l'histoire du cash, hein, cette question. C'est l'histoire du cash. La carcéralité de la maison de Nanterre, voilà, elle relevait de ça. Et puis on se demande si ça a tellement changé finalement. Je ne vais pas rentrer sur la discussion qui est propre au travail de Juliette, mais il faut reconnaître qu'on a l'impression qu'ils continuent de faire tâche dans le paysage, et qu'ils sont l'objet de politiques urbaines pour le moins hostiles. D'abord les modifications du mobilier urbain, dont on a parlé longuement, l'éloignement des centres-villes, et là on est en plein dans l'actualité, puisque ça a déjà commencé dans la préparation des Jeux Olympiques, et la pratique d'enfermement prophylactique sous prétexte de mise à l'abri, mais là encore, qui est-ce qu'on met à l'abri, et de qui, et de comment? Question dont on pourra reparler. Tout ça concourt à une invisibilisation progressive, qu'elle soit symbolique ou réelle, physique, et qui fait qu'ils disparaissent sans laisser de traces. Alors sans laisser de traces, sauf dans un lieu qui est de nouveau le cache de Nanterre. Le cache de Nanterre a eu cette particularité d'avoir son propre cimetière, qui a été fonctionnel jusqu'en 1996. Donc là, les photos que j'ai faites, elles datent de 2014, et le cimetière, bon, il intéresse beaucoup, il est au-dessus de la A86, à quelques centaines de mètres du cache. Il est immense, hein. On ne se rend pas compte sur ma photo, mais il est vraiment très grand. Il intéresse évidemment les promoteurs immobiliers pour des immeubles à destination commerciale, enfin voilà. Mais sauf que c'est pas possible parce qu'il y a une partie cimetière, je dirais, plus entre guillemets privée. Le docteur Max Forestier y repose avec une concession perpétuelle. Et donc ils peuvent pas le détruire. Voilà. Alors tout le monde a sa petite croix, hein. Voilà. Enfin c'est mieux que rien du tout. Tous les ans, il y a un hommage qui est rendu quelques jours après le 1er novembre, autour du 1er novembre, à toutes les personnes qui sont inhumées dans ce lieu. Alors ça cadre de façon nette avec les pratiques funéraires qui étaient habituellement opposées à ces personnes,
qui sont inhumés dans le carré des indigents, ce qu'on appelle le carré des indigents, je ne sais pas si on a changé la terminologie. Le terrain commun. Le terrain commun, oui. Enfin, Non, c'est le carré de la fraternité. voilà. Ou le terrain de la... Oui, voilà. Carré de la fraternité. Mais enfin, pendant longtemps, ça s'est appelé le carré des indigents, ça a au moins le moyen d'être clair. Ça a changé, ça Voilà. a changé dans plusieurs cimetières de France, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça a changé. Et donc les corps partaient par lot de 8 dans des housses et étaient acheminés là et placés dans des caveaux dits à décomposition rapide, sauf que la housse, en fait... Non, ça a changé. Ça a changé complètement, mais voilà, je suis en train de faire un peu d'historique en fait. En 2002, ça, Ouais. depuis 2002, Ouais. ça a changé, et aujourd'hui c'est différent. Voilà, et donc il y a un accompagnement qui est fait par les bénévoles d'associations pour que ces personnes, donc maintenant elles ne sont plus en caveau collectif mais individuelles, et elles sont accompagnées. Voilà. Et par contre, le cimetière du Cache ne fonctionne plus, mais depuis 2002, il y a une convention qui a été passée entre le Cache et une entreprise de pompes funèbres. Et il y a donc une cérémonie qui est effectuée à la chambre mortuaire. Donc elle est cultuelle si la personne décédée avait un culte connu, ou laïque. Et ça, de toute façon, c'est l'aumônerie qui s'en charge. J'en ai suivi un certain nombre de ces levées de corps. Donc, ils savent faire, hein, ils savent faire complètement laïque quand on ne connaît pas du tout quelles étaient les aspirations de la personne. Et puis, donc, il y a un enterrement. Ils ont été longtemps au cimetière de Mont-Valérien, maintenant ils sont au cimetière central de Nanterre pour une durée de 5 ans. Après quoi, ils rejoignent l'ossuaire. Voilà. Cette façon de traiter les corps, parce qu'on pouvait se demander en fait ce que ça pouvait dire de cette indifférence qu'il pouvait y avoir. Daniel Terrol, il a eu des mots terribles hein, dans les années 90, il disait même mort, il dérange encore. Hein. Comme si, pour reprendre les termes de Judith Butler, c'était des morts qui arrivaient au bout de vie qui n'avaient pas de valeur, qui étaient improductives et qui étaient donc indignes d'être pleurées. Et c'est une phrase qui est terrible, que j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même des survivances de tout ça, comme on va le revoir. Alors moi, quand je suis arrivée dans ce lieu, en fait, je venais de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul où j'ai travaillé pendant 24 ans, jusqu'à sa fermeture en 2010. Et il est détruit aujourd'hui, ou en tout cas en passe de l'être, et il avait des espaces communs avec l'aide sociale à l'enfance. Et du temps où la garde des urgences n'était pas seniorisée, à peu près 5-6 fois par an, on recevait des appels en réanimation pour venir examiner des enfants qui avaient été trouvés sur la voie publique, assez souvent par les éboueurs au petit matin, et qui étaient acheminés jusqu'à Saint-Vincent pour y être pris en charge. Et comme l'interrogation que j'ai, c'est ça viendrait à l'idée de personne de se détourner d'un nouveau-né abandonné sur la voie publique sous un porche, voilà. Comment se fait-il qu'on puisse détourner le regard d'une personne qui était en train de se mettre en hypothermie profonde sur un coin de trottoir un matin d'hiver, alors qu'il fait moins 10 et qu'il neige. Alors il neige de moins en moins, certes, mais enfin le froid reste une... Pourquoi est-ce que ces vies-là, ces vulnérabilités-là, mobilisent moins que les autres types de vulnérabilité? Est-ce que la vie humaine de ces personnes, elle vaut moins que celle du nouveau-né? Alors certes, qui est riche de potentialités, mais pourquoi est-ce que ça ne mobilise pas la fraternité humaine, le devoir de solidarité, le devoir de secours, je dirais le devoir, quand c'est pas
la mise en danger, enfin la menace de mise en danger de la vie d'autrui. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a ce détournement du regard, c'est si difficile à expliquer. C'est une vulnérabilité extrême, et on va y revenir, qui devrait nous mobiliser individuellement et collectivement, déjà au nom des valeurs de notre République et du devoir de fraternité humaine. C'est une vulnérabilité qui est toujours subie, même si certains peuvent, entre guillemets, dans une stratégie de défense, je dirais, la mettre en avant. Mais c'est quand même toujours subi, ils n'ont pas choisi. Alors, la vulnérabilité, il y en a une qui, on en a parlé tout à l'heure, il y en a une qui est en fait inhérente à notre condition de vivant, qui est que on ne survit dans un milieu naturel qui nous est hostile, il faut le dire, que par les relations interhumaines, familiales et sociales qu'on peut développer et qui nous permettent d'abord de subvenir à nos besoins fondamentaux et ensuite d'être reconnus comme sujet par la société. Et chez les personnes en situation d'extrême précarité, il y a des vulnérabilités additionnelles et contingentes. Celle que Marie Garot, dans son livre, dans son ouvrage que je suis en train de lire, il est épais comme ça, donc je ne l'ai pas fini, mais elle le dit dans son introduction, dans sa préface à la 2e édition de Politique de la vulnérabilité. Elle dit que c'est des vulnérabilités problématiques. Problématiques parce qu'elles sont créées de toutes pièces par différents processus sociaux et qui fragilisent de manière extrême la personne et lui confèrent cette impossibilité d'exercer ses capacités. Alors je m'explique, les capacités, ce n'est pas les réalisations effectives d'une personne, mais c'est au sens où l'entendent Martha Nussbaum et Amartya Sen, cette possibilité qu'on a d'effectuer des choix de vie. Pour rester extrêmement schématique, parce que je suis loin de pouvoir en parler de façon facile, mais c'est ce qui définit quand même une certaine forme de la liberté. Quel choix ont les personnes sans domicile fixe, à part la possibilité encore de dire non. Et donc, ce détournement du regard, moi, il vient de ce que nous sommes. Nous nous trouvons confrontés, quand nous les voyons, à la présentation d'une altérité que j'appelle radicale. Il faut reconnaître, par l'honnêteté morale et l'honnêteté intellectuelle, que spontanément, il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller vers le grand exclu sur son coin de trottoir, dans sa tente ou dans son squat, parce que c'est une vision un peu agressive. Celui qui s'exhibe dans cette situation, il nous confronte à des projections effrayantes. C'est une situation qui génère de la répulsion devant ce que l'on constate comme une situation d'indécence, voire même d'indignité pour certains, et qui entraîne donc ce détournement du regard qui construit l'invisibilisation et la mort sociale. Et pourtant, quand on travaille auprès de ces personnes, on se rend compte qu'il en faut finalement parfois très peu pour tomber dans ce processus de pauvreté extrême et un divorce qui se passe mal, un veuvage, un accident qui fait qu'on ne peut plus exercer son emploi, une situation de migration où on n'arrive pas à obtenir des papiers. C'est quelquefois extrêmement... Les chemins de vie sont très intéressants à étudier parce qu'ils démontrent cette fragilité et cette précarité qui ensuite entraîne dans ce processus inexorable.
Et elle nous oblige pourtant, cette altérité. En tout cas, elle nous oblige, et là je le vois, tout ce que je dis, je le vois de mon point de vue de soignante. Je n'occupe pas d'autre posture. Elle nous oblige parce que quand on est face à eux et que la rencontre elle soit volontaire ou fortuite, voilà, ils sont là. Et comment est-ce que je façonne, moi, le chemin du soin, le soin qui est la seule réponse à la vulnérabilité du vivant, hein, qu'il s'agisse d'un jardinier qui cultive ses fleurs, d'un agriculteur qui fait pousser du blé, d'une maman ou d'une institution qui s'occupe d'un nouveau-né ou d'une infirmière ou d'un médecin qui s'occupe d'un patient. Le soin, c'est voilà, répondre à la vulnérabilité du vivant et lui permettre de se maintenir en vie d'une part et d'être capable de développer des projets d'autre part. Et donc on va osciller entre le dégoût, quelquefois il faut avoir le cœur bien accroché, hein, faut le dire, faut le reconnaître, moi je le reconnais, j'ai eu parfois des réactions de répulsion, bon, au fil du temps ça s'est arrangé, mais la pitié dangereuse qui fait qu'il va falloir trouver un juste milieu, il va falloir cheminer dans un chenal étroit pour trouver ce que j'appelle le juste soin. C'est plus seulement le juste soin palliatif, mais le juste soin tout court, en évitant deux écueils, ce que j'appelle la banalisation et l'emphase, et je vais maintenant m'en expliquer. Alors éviter la banalisation, ça serait, c'est en fait, la banalisation, ça serait de considérer qu'au terme d'une vie socialement déchue, il n'y aurait rien de plus à faire que ce que l'ordinaire de l'assistance apporte à ces personnes au quotidien. S'en tenir à l'obligation déontologique minimale. L'aide alimentaire, l'hébergement d'urgence, plus ou moins prolongé pour les plus jeunes, l'enfermement en EHPAD pour les plus âgés, ce qui finit de les invisibiliser, complètement, et l'hospitalisation terminale d'office pour quand les choses vont vraiment pas bien. Pour moi, ça serait vraiment répondre à l'impératif catégorique kantien, mais certainement pas accompagner les personnes. Ça serait faire propre, mais certainement pas les accompagner. Et l'autre écueil, c'est l'emphase. Alors je m'explique sur l'emphase. Au début où j'étais au CACH, je proposais souvent ce qu'on considère comme... je rappelle que je faisais de la médecine palliative. On proposait souvent une hospitalisation en USP pour les personnes qui étaient en toute fin de vie. C'est considéré comme le nec plus ultra des conditions de fin de vie, en tout cas en France. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte, devant les refus successifs qui pouvaient m'être opposés, que je projetais sur ces personnes un idéal de bonne mort, un idéal soignant, et que je voulais le mieux pour eux, mais sans eux. Et cet idéal-là, ils ne le partageaient absolument pas. En fait, ça nous a invités, avec le reste de l'équipe, donc notre psychologue et notre infirmière, à les interroger sur leurs souhaits concernant leur fin de vie. Et à notre grande surprise, dans un milieu où la prévention, l'anticipation n'ont pas de place, on a recueilli des souhaits de fin de vie qui sont en tout point semblables à ceux de la population, je vais dire la population générale parce que c'est le terme consacré. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas mourir seuls, ils veulent garder le tissu de relations, c'est ça que j'appelle famille, faire société, et faire société là, en l'occurrence, puisque moi, les patients dont je me suis occupée, c'était essentiellement des patients en partie ou totalement institutionnalisés, donc ne pas s'éloigner de leurs soignements référents. Et puis, quelque chose qui m'a énormément touchée, espérer qu'au moins une seule personne pourrait se souvenir d'eux. Ne pas mourir pour rien. Et donc, on a progressivement évolué de cette espèce d'idéal de bonne mort. On va vous envoyer dans un 4 étoiles, etc. Alors, il y en a qui l'ont demandé, hein. Il y en a qui étaient d'accord. Hein. Il y en a eu 15%, à peu près. C'est-à-dire le même taux que le taux de fréquentation... il y a 15% de la population française qui décède en unité de soins palliatifs. Hein. Et à une exigence, par contre, de mort décente.
parle de la mort décente, je fais référence aux travaux d'Avishai Margalit dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire du confort et de la sécurité. Il n'est pas question de sacrifier à la mort-horreur, mais dans des conditions acceptables et surtout non humiliantes pour les personnes. Donc on a négocié avec les soignants des différents services médicaux qui ont réagi, je sais, avec beaucoup de bienveillance. Je sais qu'ils ont été beaucoup critiqués, les soignants du CACH. Et moi, je leur tire mon chapeau parce qu'ils nous ont fait une place à chaque fois qu'on en a eu besoin, quand on se heurtait à des refus catégoriques. C'était ça où ils sortaient, enfin, ils fugaient, entre guillemets. Donc, pas question non plus de les envoyer à la rue, c'est insupportable ça. Voilà. Et puis, à évaluer ce qui restait en eux de désir et de relation. Là, je vais vous raconter 2 histoires. J'ai dit qu'il faisait parfois famille et société ailleurs, et donc on a eu un personnage haut en couleur qui s'appelait Aldo. Enfin, j'ai changé de prénom, ça ne s'appelait pas comme ça. Et tout le monde surnommait le pharmacien. Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé dans un passé assez lointain comme préparateur dans une pharmacie, donc il avait, entre guillemets, certaines connaissances au niveau de la pharmacopée. Donc son boulot, c'était de collecter les médicaments périmés que certains de nos concitoyens continuent de jeter dans les poubelles alors qu'au lieu de les rapporter à l'officine, et de les échanger contre des cigarettes et de la bière. Voilà. Et puis un jour, il était à court de matières premières et il a changé ses antiépileptiques, parce que Aldo était épileptique. Il a fait un état de mal convulsif dont il ne s'est pas réveillé. Il y avait plus de 30 personnes des structures sociales. Je parle, quand je dis les personnes, c'est les résidents, les copains de galère, parce que c'était les structures d'hébergement d'urgence à Salvetkov. Donc il n'y avait pas que du business dans sa démarche. Il n'y avait pas que de l'intérêt commercial. Il y avait une vraie relation qui s'était nouée et ils ont su renvoyer l'ascenseur, si j'ose dire, au moment de Salvetkov. Ça, c'est la première histoire. La deuxième, c'était quand je parlais de ne pas sacrifier à la mort-horreur. On avait un personnage également très attachant qui s'appelait Marcel. Et Marcel avait une tumeur du poumon qui se développait aux dépens d'une de ses artères pulmonaire et de son oreillette gauche. Et donc, il était extrêmement menacé d'une hémorragie terminale cataclysmique. Ça, c'est la mort-horreur. Hein. La tumeur se rompt dans le cœur ou dans l'artère pulmonaire. Et il y a une hémorragie qui s'est souvent extériorisée parce que ça emporte la trachée au passage. Donc c'est vraiment l'asphyxie et l'hémorragie, c'est un cumul. Donc dans ces circonstances-là, l'hospitalisation en USP, où on pouvait avoir des conditions de surveillance et surtout on pouvait avoir la certitude qu'il aurait, le moment venu, si ça se produisait comme ça, accès à une sédation profonde et continue associée à une analgésie pour passer, je dirais, ce cap ultime. Et puis il y avait un refus, et puis on a fini, au fil des jours, parce qu'on s'est fait quand même très insistant, par découvrir que s'il refusait, c'était parce qu'il avait un de ses copains de galère qui, 2 fois par semaine, lui amenait son chien à l'entrée de l'hôpital. Que ne nous l'avait-il dit plus tôt? Parce qu'on a pu, avec la complicité du médecin de l'USP de Puteaux, organiser des visites de chiens à l'USP. Donc du coup, son chien, il le voyait presque tous les jours. Et donc, il a été admis à l'USP et bien nous en a pris parce qu'effectivement, il est mort d'une hémorragie cataclysmique. Mais il a pu être sédaté, entre guillemets, à temps, ne pas vivre ça en pleine conscience. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas les lits d'accueil médicalisés, il n'y avait pas ces structures-là, donc c'était les lits de soins de santé, c'est 4 lits par chambre, hein. Pas de sonnette, pas de fluide, donc vraiment pas du tout un lieu pour prendre en charge ce type de famille. Voilà. Donc l'idée, ça a été de trouver le bon compromis, et voilà, en s'y mettant tous, eh ben, on y arrive.
Et donc il s'agit en fait pour moi d'accueillir l'altérité infiniment vulnérable pour voilà, se mettre dans le chemin du soin. Moi, la conclusion que je tire de tout ça, en fait, c'est qu'il y a un déni global de reconnaissance de ces personnes. Elles ont perdu toute espèce de reconnaissance sociétale. Et donc, la posture éthique, et là, je plaide entre guillemets, à ce qu'elle soit à la fois individuelle et collective, c'est d'œuvrer pour une éthique de la reconnaissance. Alors ça a été développé par Axel Honneth, qui lui articule dans son livre « La lutte pour la reconnaissance » un déficit conjugué à la fois des relations affectivo-émotionnelles qui mènent à la mort psychique, et c'est le terme qu'il emploie, de la valeur sociale accordée au travail, on parlait du travail, hein, qui est la mort sociale, il y a quand même la valeur de l'être humain dans notre société, c'est aussi beaucoup ce qui peut ramener comme travail. Dans le film « Au bord du monde », il y a un des SDF qui témoigne et qui dit « L'autre jour, j'étais sur mon coin de manche, il y a 2 costards cravates qui passent, et il y en a un qui dit « Oh, bah, moi, de toute façon, je leur donne rien parce qu'ils ne servent plus à rien. » Voilà. Je vous recommande vraiment de visionner ce film. Il y a un Blu-ray qui existe sur ce film. Il est vraiment splendide. Hein. Il n'est pas du tout, il ne donne pas dans le pathos. On leur donne la parole, on les filme avec beaucoup de respect, comme vous l'avez dit. Au bord du monde, de Klaus Drexel. Donc de la valeur sociale accordée au travail, qui va définir pour Axel Honneth la mort sociale. Et enfin du respect inconditionnel dû à la personne humaine, l'inspiration kantienne, qui engendre le respect de soi. Et bien tout ça, là, il nous brosse le tableau du grand exclu. Donc il y a des politiques différentes destinées à améliorer la reconnaissance. Il y a plusieurs modèles. Je les ai regardés très rapidement. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas la compétence pour les commenter, mais il y en a un qui a retenu mon attention dans ce qui était cité dans l'article que j'ai lu. C'est la reconnaissabilité telle que c'est développée par Judith Butler, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors, je vais vous lire ce qu'elle écrit sur le sujet dans son écrit de 2010, Ce qui fait une vie. Si l'on estime que certaines vies méritent d'être vécues, protégées et pleurées, tandis que d'autres ne le méritent pas, cette manière de distinguer entre les vies ne peut être comprise comme un problème d'identité ou même de sujet. C'est bien plutôt une question portant sur la manière dont le pouvoir forme le champ dans lequel les sujets deviennent possibles, ou plutôt comment ils deviennent impossibles. Donc il y a vraiment, elle met en avant, et ça c'est d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai lu d'elle, les rapports de domination sociale qui sont, voilà, qu'elle décline là. Alors elle décline ça à propos de la guerre et à propos des malades du sida. Pas du tout, mais elle parle de la précarité, et c'est vrai qu'au début de la pandémie de sida, il y a beaucoup de patients qui sont tombés dans la précarité extrême. La précarité, loin d'être la marque de certains à l'exclusion d'autres, constitue la condition partagée de la vie humaine. Donc on en revient à cette vulnérabilité universelle dont je parlais tout à l'heure, en raison non seulement de notre finitude, notre mortalité, mais aussi de l'ontologie sociale qui fait que la viabilité d'une vie dépend entièrement de sa reconnaissance comme vie humaine par l'autre. Voilà. Et donc c'est ça qui est une question d'améliorer dans ce travail, d'œuvrer pour une meilleure reconnaissance de ces sujets, parce que par moments, on a vraiment l'impression qu'on les regarde et qu'on les traite comme s'ils n'étaient même plus de la même humanité que nous. Et donc j'en ai tiré la conclusion suivante, c'était que la posture éthique individuelle, pour moi, préalable à ce travail politique, donc individuel et collectif, de reconnaissance, c'était de considérer ce que l'on appelle la vulnérabilité partagée. La vulnérabilité partagée, ça a été... Oui, j'ai fini là. La notion qui a été développée par Agatha Zilewski dans son article, et dont je vous donne en fait, quelques éléments appliqués justement à cette rencontre avec la précarité, le sans-abrisme, c'est avouer que cette rencontre
d'une altérité radicale, infiniment vulnérable, ne nous laissera jamais indemnes. C'est rencontrer l'autre à partir de sa propre vulnérabilité et non plus à partir de sa puissance. C'est dépasser, en fait, l'injonction lévinassienne à la responsabilité qui est convoquée par l'irruption du visage d'autrui qui nous enjoint de ne pas le tuer, et que nous tuons pourtant symboliquement, comme on l'a vu, mais se laisser prendre par l'autre en nous questionnant avec rigueur sur notre propre vulnérabilité, et c'est basé sur autrui et premier. Et cette éthique de la vulnérabilité partagée, ça peut nous permettre de reconnaître d'abord la fragilité des chemins de vie, d'une part, et puis de réhabiliter le regard. Là, vous avez une photo prise par Sylvain Lezère, donc c'est directeur de la photographie sur le film Au bord du monde, qui photographie le cinéaste Klaus Drexel en train de filmer Christine qui voilà, et passe la nuit dans un recoin de l'entourage du Jardin des Plantes. Voilà. Et vous voyez, toute l'équipe est à genoux devant cette personne pour que les regards se fassent au niveau. Une des plus belles phrases que j'ai pu entendre dans ma carrière, ça a été « Toi, docteur, t'es ma pote, et tu sais pourquoi? Parce que tu t'assois pour me parler et que tu me regardes dans les yeux. » Voilà. Et ils souffrent aussi, moins peut-être du fait qu'on leur donne rien, mais surtout qu'on ne les regarde même pas. Voilà. Et cette éthique de la vulnérabilité, elle permet de développer une éthique de la sollicitude qui va réduire l'asymétrie de la relation soignant-soigné, en se souvenant que certes il est vulnérable, mais il est aussi capable, qu'il est souffrant, mais qu'il est aussi désirant, qu'il a des choses encore qu'il peut exprimer, en leur redonnant l'amour. En fait, être très simple, c'est remplacer le « je vais m'occuper de toi » par « qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi ?» Voilà, et je termine en adressant des remerciements que je souhaite publics au docteur Jacques Assin, qui était l'ancien responsable du pôle de médecine sociale du CACH, qui m'a transmis des savoirs précieux, alors comme on disait dans notre jargon, d'un claudologue à une mourologue. Voilà, j'ai passé des heures fantastiques, j'aurais souhaité qu'il soit là, mais il est actuellement hospitalisé et pas en bonne santé. Et enfin, à M. Sylvain Lezère, qui était directeur de la photographie sur le film de Klaus Drexel Au bord du monde, pour sa très généreuse autorisation d'utiliser quelques-uns de ses clichés pour enrichir cette présentation. Et en m'excusant d'avoir été un petit peu longue, je vous remercie de votre attention.